Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine qui a débuté avec la célébration de la fête du travail. À la primature au plateau s'est tenue la cérémonie officielle entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Tout ce qu'il faut retenir de ce rendez-vous entre le gouvernement et les centrales syndicales à suivre dans la première partie de cette émission. Dans le reste de l'actualité, nous parlerons essentiellement politique avec, sous les projecteurs, ce soir, une équation délicate à résoudre pour les partis politiques. La montée des indépendants, certaines figures importantes qui n'ont pas été retenues par leur formation annoncent déjà les couleurs. Du côté du parti au pouvoir, la mise en garde semble claire. Comment contenir les candidatures indépendantes? Fragilise-t-elle la discipline des formations politiques? Nos analystes se prononceront. L'actualité politique, c'est aussi l'accord de partenariat historique signé en mardi entre le RHDP et le FPI. Accord d'accord, mais et après? Question que nous poserons à l'un des vice-présidents du Front populaire ivoirien qui, par ailleurs, nous livrera les secrets de la fête de la liberté organisée par le parti dans l'ouest du pays. Voilà pour le sommaire. Pour en parler ce soir, je reçois pour vous chez vous Théodore Zadi-Gnagna, président de la plateforme nationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Il était prévu que nous recevons ce soir Soro Mamadou, secrétaire général de la Centrale syndicale Humanisme. Mais à la dernière minute, il nous a indiqué qu'il ne pourra être de nôtre ce soir. Nous avons également professeur Simplice Dion-Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire, par ailleurs écrivain. Bonsoir professeur. Bonsoir Ali. Des images prévues pour nous ce soir? Il y en aura. Parfaitement, on les aime bien vos images. Landry Couillot, juriste, analyste politique et enseignant formateur à l'ENA. Bonsoir Landry. Bonsoir Ali, pardon. Tout va bien? Ah oui, bien sûr. Parfait, le bonsoir qui devenait bonjour. Non, pas des raisons. Le soleil brille. Ah ben parfait. Ce n'est pas plateau. Tant qu'il s'agit du soleil qui brille, c'est tant mieux. Bien sûr. Sylvain Guédé-Débailly, journaliste à Connexion Ivoirienne.net qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Docteur Arthur Banga, historien, spécialiste en sécurité et défense, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Analyse politique, ça fait beaucoup. C'est un cumul de postes aussi, non? Non, en fait, c'est... Cumul de fonctions? Non, ouais, peut-être de fonctions, mais c'est le même poste chercheur qui se retrouve dans plusieurs tentacules. D'accord. Voilà. Vous êtes un inconditionnel de NCI 360 et souvent vous pouvez être très controversé. C'est le principe de la parole publique, c'est le principe de la polémique et je m'y plais très bien. Et les fois où je ne suis pas controversé, je me sens mal d'ailleurs. Parfait. Michel Betta, directeur de publication du journal Le Bélier, journal proche du PDCI-RDA. Bonsoir Michel. Bonsoir Ali. Tout va bien? Très bien. Parfait. Ouais. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un jour dédié à la reconnaissance des travailleurs du monde entier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle du 1er mai, fête du travail, a eu lieu dans la cour de la primature et dans des espaces retenus par les centrales syndicales. À l'occasion, le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, a fait de grandes annonces, dont la revalorisation de la grille des salaires minima catégoriels conventionnels avec l'ajout de nouveaux secteurs. Je vous propose de suivre ce reportage de Salif Yaliko et Tanguy Conan et on en parle juste après. Abidjan Nord, Cocody de Plateau. En parade dans les rues, les syndicats affiliés à la plateforme nationale. Lieu de convergence, l'espace public de mobile de Plateau. Dans une ambiance bon enfant, le président Théodore Gnagna Zadi et ses camarades y célèbrent les acquis sociaux du monde ivoirien du travail en 2022. Occasion mise à profit par ailleurs pour décliner les perspectives de 2023. Nous avons eu la revalorisation du transport, des allocations familiales, l'institution pour la première fois en Côte d'Ivoire d'une prime exceptionnelle de fin d'année et au niveau du secteur privé, l'amélioration du SMIC et des minima catégoriels. Nous disons merci au gouvernement ivoirien avec à sa tête le président de la République, le Premier ministre et tous les ministres qui ont contribué à ce combat. Les perspectives, c'est la mise en place du comité consultatif du dialogue social de la fonction publique qui devait être mis en place au plus tard le 30 mars 2023. Ça n'a pas encore été fait pour finir que la plateforme nationale, centrale syndicale reconnue par arrêté depuis 2019, soit enfin reconnue parmi les autres. Nous avons lancé un appel au président de la République pour qu'il se saisisse de ce dossier.
Même ferveur à Cocody à Toban. Ils sont rassemblés au siège de leur centrale la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, les syndiqués des structures affiliées. Un moment de célébration sur fond d'hommage au chef de l'exécutif pour les attentes des travailleurs comblées depuis août 2022. Pour ce qui concerne les allocations familiales, c'est 2500. Depuis 1964, selon les textes, quand tu es fonctionnaire, que tu as un enfant, on le paye à 2500 par mois. L'État a poussé plus loin pour aller à 7500. On est passé du simple au triple. C'est l'occasion pour nous ici même, au nom du devoir de reconnaissance, de rendre un vibrant hommage au président de la République qui allait au-delà des attentes des travailleurs. Patrick Hachi, saluant le patriotisme et l'engagement de tous les travailleurs ivoiriens, a rassuré que les nouvelles revendications seront analysées par le chef de l'État ivoirien. Des salaires minima catégoriels conventionnels qui viennent subséquemment après que le SMIC ait été arrêté. J'ai le plaisir de vous annoncer que ces discussions sont terminées et ont abouti à un accord d'augmentation allant de 9 à 18% pour les différents secteurs d'activité. 3 nouveaux secteurs qui n'en faisaient pas partie y ont été rajoutés. Le secteur des mines et carrières, le secteur éducation, formation, enseignement confessionnel et le secteur éducation, formation, enseignement privé laïque. Un discours du chef du gouvernement, salué par de nombreux travailleurs. Zadi Niania, vous êtes de ceux qui sont satisfaits de ces mesures annoncées par le chef du gouvernement ivoirien. Je vous remercie pour cette opportunité. Je pense que ces mesures sont le résultat du dialogue social. Le dialogue social que nous avons initié avec le gouvernement et qui a montré, n'est-ce pas, toutes ses capacités en 2022. Issu, n'est-ce pas, de nos luttes de 2017, nous avons abouti en 2022 à un autre accord avec le gouvernement en 2 documents. Un document sur la trêve sociale qui encadre et qui organise le dialogue social, et puis un autre document sur les acquis des travailleurs. Nous en avons parlé déjà. Et il fallait également, le deuxième pan de ces accords, c'est le secteur privé qui a été pris en compte. Après des discussions, le SMIC a été amélioré. On est passé à 75 000 francs. Les minima catégoriels, c'est-à-dire la grille salariale du privé, a été également révalorisée selon les catégories. Nous sommes passés de 9% à 18% pour certains secteurs. Dans le secteur mécanique, par exemple, nous sommes à 12,5%. Dans le secteur tonnier, nous sommes à 15% d'augmentation, etc., etc. Donc, je pense que ce qu'il faut saluer, c'est l'esprit qui, n'est-ce pas, est à la base de tout cette embellie au niveau de des rapports avec l'État. Nous avons connu, par ailleurs, des discussions plutôt difficiles, n'est-ce pas? Nos rapports étaient conflictuels et aujourd'hui, nous avons surpassé chacun à son niveau nos préoccupations pour arriver, n'est-ce pas, à des débats qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des résultats. Dans le secteur public, nous sommes à plus de 100 milliards n'est-ce pas, de gains sur 5 ans. On ne va pas revenir ici sur les points, mais on sait par exemple que pour la première fois, nous avons un 13e mois, ce que nous on appelle le 13e mois, déjà une prime exceptionnelle de fin d'année qui n'existait pas. Ainsi de suite. Donc le combat continue, les négociations se poursuivent dans les cadres de discussions qui ont été mis en place et c'est ce qui nous satisfait. Pour un syndicaliste, ce qui est important, c'est la table de discussion. Quand elle est dressée, il faut y aller pour discuter. C'est déjà ça, ce que nous saluons. Très bien, monsieur, réaction? Arthur? Oui, je pense que dans le modèle de partenariat social, on est dans une ère qui peut même paraître iconoclaste, qui peut paraître même étonnante pour ceux qui analysent la vie sociale et l'histoire sociale. Pourquoi? Parce qu'on était habitué à des tensions entre les partenaires sociaux et l'exécutif. Oui, peut-être à part peut-être dans le modèle allemand où il y a une construction, mais c'est très rare d'entendre des syndicats rendre hommage au président de la République, des syndicats applaudir. Le 1er mai se transforme finalement en journée hommage au chef de l'État, ce qui questionne peut-être sur le rôle et la fonction de ces syndicats. Est-ce que c'est le gouvernement ou l'esprit, comme le dit le président, cet esprit de partenariat, d'ouverture qui
qui prime ou est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs se reconnaissent vraiment dans ces syndicats? Est-ce que les travailleurs se sentent écoutés par ces syndicats? De toute façon, la problématique est posée. Moi, je suis très, très surpris voilà, de cette allure que prend le 1er mai en Côte d'Ivoire. On avait une allure d'un 1er mai de revendication, un 1er mai de réclamation, mais là, on est dans un 1er mai de célébration, un 1er mai de fête, un 1er mai d'hommage au président. Et donc, on se demande vraiment, on se pose des questions sur ce 1er mai. Voilà. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure. Michel Betta. Moi, je suis un peu surpris. Les syndicats sont très contents. Ben, nous, on ne peut que se satisfaire de voir l'atmosphère sociale là, être apaisée parce qu'on était habitué aux grèves dans le domaine chez les enseignants et tout cela. Mais aujourd'hui, bon, la plupart des syndicats que nous rencontrons ont plutôt posé une question de révalorisation de l'indice. Cela n'a pas été fait, les syndicats sont contents. Bon, moi, je vais même poser une question au président. Allez-y. Si cette question-là est mise de côté désormais, parce que je crois que l'inflation aujourd'hui nous emmène à comprendre que sans révalorisation de l'indice, les salaires sont toujours à un niveau vraiment déplorable. Donc, Dadi Nyanya, réaction? Je vous remercie. Je pense que, en tout cas, la plateforme n'a pas fait de célébration ce 1er mai. Il y a eu plusieurs discours et en même temps que nous avons salué les acquis, ce qui est d'ailleurs juste et normal, parce qu'en matière de négociation, il faut toujours reconnaître ce que l'autre fait. Nous sommes des partenaires et nous l'avons fait, mais en même temps, nous avons posé les problèmes au niveau des perspectives dans tous les secteurs d'activité. Ici, on n'a eu qu'un reportage. C'est cela. Dans l'ensemble des discours, il y a eu des préoccupations nouvelles qui ont été posées. Et c'est ainsi que les choses fonctionnent. Deuxièmement, je voudrais dire que l'IRB, l'indice référentiel de base, n'a pas été mis de côté. Quand vous prenez l'accord que nous avons signé, et c'est pourquoi dans mon discours tout à l'heure, j'ai parlé de la mise en place du comité consultatif de la fonction publique, qui devait être mis en place au plus tard le 31 mars 2023, qui n'a pas été. Mais ce comité-là est important pour nous, parce qu'il doit connaître des préoccupations que nous avons laissées en marge et dont les discussions doivent se poursuivre, notamment l'indice référentiel de base. Ensuite, la question des primes. Aujourd'hui, l'ensemble des secteurs d'activité de la fonction publique réclament des primes. Il y a également la question de la grille salariale qui est, n'est-ce pas, à quelques disparités. Toutes ces questions-là vont être débattues dans ce comité consultatif. Mais mieux, dans chaque secteur d'activité, un comité sectoriel de négociation a été mis en place par décret et actuellement, les négociations ont commencé dans ces secteurs d'activité. Dans tous les ministères techniques, il a été demandé au ministre de mettre en place ces comités. Les partenaires sociaux ont été nommés et les débats vont se faire et sont en cours et continuent. Donc, pour nous, il n'y a pas de célébration. Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'on a acquis. Et depuis 2000, il ne faut pas oublier que le processus actuel est issu d'une grande grève de 2017. Et c'est à l'issue de cette grève que nous sommes arrivés à des négociations qui ont abouti à une trêve sociale. Et là encore, le gouvernement a estimé que la trêve est arrivée à expiration en 2022. Il ne fallait pas laisser la crise reprendre. Il a donc souhaité que nous nous retrouvions autour de la table. Nous avons pu engranger des acquis importants. Nous disons merci au président de la République, le chef de l'administration ivoirienne. Cela fait, nous posons en même temps de nouvelles préoccupations. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Absolument. Voilà. Professeur Dion? Ah non, moi je salue les acquis. Et je voudrais féliciter les responsables syndicaux. Arthur et Betta l'ont dit tout à l'heure. On a vu pire en Côte d'Ivoire. C'est ça. Il y a eu des gens qui ont été incarcérés, il y a eu des destructions de biens. Tout à fait. C'était terrible. Il y a eu des moments où les fonctionnaires, à l'occasion du 1er mai, ont été avilis, maltraités, malmenés, avec tous les noms d'oiseaux. C'est cela. Mais on constate maintenant que tous les 1er mai, c'est des acquis qui sont salués. C'est ça. Maintenant, quand il félicite le chef de l'État, mais bon, tout ça, c'est bon de féliciter, de saluer les acquis. Ça permet aussi, dans la méthodologie, dans la stratégie, dans la tactique, tout à fait. Ça permet aussi d'avancer. Je voudrais saluer aussi et féliciter le gouvernement. Parce qu'il faut avoir un gouvernement disposé, un gouvernement ouvert, qui n'a pas le sentiment qu'on lui met toute la pression du monde pour obtenir des acquis. Je crois qu'il faut aimer dire que tous les changements sont possibles pourvu que ça se fasse dans l'ordre. On était encore étudiants quand on entendait ça, on se demandait mais comment on peut obtenir le changement dans l'ordre. Mais je crois qu'eux ont trouvé la clé. Tout à fait. Et je voudrais vraiment les féliciter. Tout à l'heure, je reviendrai particulièrement faire un plaidoyer. Je suis enseignant et je voudrais faire un plaidoyer pour les enseignants. D'accord, très bien. On reviendra à vous tout à l'heure. Landry Couillot? Il y a une maxime qui dit que seule la lutte libère.
Sauf que la lutte n'est pas que véhémence, la lutte n'est pas que dans la manifestation de la violence. La lutte peut se faire dans un autre cadre parce qu'il y a d'autres outils de pouvoir formuler un besoin. Lequel besoin peut, dans sa première manifestation, être une réclamation. Laquelle réclamation devient un centre d'intérêt porté par les deux parties, lesquels le traitent avec suffisamment de sérénité, de lucidité, en veillant à ce que l'intérêt général soit préservé. Nous savons que les crises politiques peuvent partir des difficultés au niveau du front social, il faut pouvoir l'apaiser. Et nous rendons compte que le front social ivoirien est apaisé pas parce qu'il est muselé, mais parce qu'il y a une démarche pédagogique qui est celle de pouvoir créer et décentraliser le cadre de réflexion et d'échange, certes au niveau du pouvoir central, mais dans toutes les administrations et même dans les entreprises privées. L'on encourage les chefs d'entreprise à créer ce cadre-là, à l'effet de prévenir les conflits, de traiter au mieux les questions et d'apporter des solutions pertinentes. Et c'est cela qui est célébré. Donc, si l'on célèbre, moi, je vois en ces célébrations une célébration commune. On se célèbre de ce que l'on a choisi le bon outil, on se célèbre de ce que l'on a obtenu des résultats concrets, lesquels résultats participent à améliorer la qualité de vie des travailleurs et de leurs familles. Et c'est important de le souligner parce que la Côte d'Ivoire là, a fait l'expérience de quelque chose qui réussit et qui peut faire école. Et ça, c'est important à le souligner. Maintenant, chacun tire les dividendes. L'État de Côte d'Ivoire, d'un point de vue politique, tire les dividendes, le président de la République, mais aussi les syndicats qui, du point de vue de leurs membres et du point de vue du reste du public, de l'opinion nationale, se voient être redorés. Leur image est redorée. Les syndicats aujourd'hui ont sens pour l'Ivoirien et pour le travailleur qui se dit ils obtiennent, ils réussissent quelque chose sans pour autant casser, sans pour autant qu'il y ait de la violence par voie de conséquence. Il doit y avoir de plus en plus d'adhésion au niveau des syndicats parce qu'il y a des résultats qui sont en train d'être faits. Voilà. C'est cela. Théodore Zadignagna, vous avez parlé longuement des acquis que vous saluez, mais il reste des défis qui restent à être relevés. C'est quoi les principaux défis aujourd'hui pour les travailleurs ? Bien entendu, je l'ai déjà évoqué tantôt. Je voudrais saluer, n'est-ce pas, ce qui a été dit tout à l'heure, parce que nous, les syndicalistes, comme l'a dit le professeur, c'est la stratégie. Parce que le plus important, in fine, pour un syndicaliste, c'est d'obtenir toujours une amélioration, d'engranger toujours des acquis. Et c'est ce que nous faisons. Alors, ce que je voudrais dire sur les perspectives, parce qu'il y en a toujours, au niveau du secteur public, j'ai dit tout à l'heure que nous attendons la mise en place des différents comités sectoriels de discussion qui ont commencé dans certains secteurs. La perspective immédiate, c'est de demander aux ministères qui n'ont pas encore mis en place ces comités de le faire. Parce que n'oublions pas que la trêve sociale de 2017 avait été remise en cause dans les secteurs d'activité, dans certains ministères techniques, parce qu'il y avait certaines personnalités avaient interprété la trêve sociale comme la fin des revendications, la fin du syndicalisme en Côte d'Ivoire. Et ayant tiré les leçons de ce passé-là, nous avons estimé qu'il faut continuer à travailler. Donc ces comités-là doivent être mis en place et que les débats se fassent et que des résultats sortent. Deuxième élément, au niveau transversal, il y a la question de l'indice référentiel que nous allons discuter, rediscuter, parce que cette question est très importante. Il y a également la question des impôts sur les salaires. Pourquoi elle est si importante, cette question? Elle est importante parce qu'il a dit c'est la question qui touche le salaire de base. Et quand on touche à l'indice référentiel de base, c'est un déploiement sur l'ensemble du système des salaires et qui touche également les retraités. Toutes catégories confondues. Voilà, donc, et depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, l'indice référentiel, au niveau de sa valeur, n'a jamais été touché. C'est toujours la quantité de l'indice qui a été révalorisée, et ça, c'est sectoriel. C'est-à-dire, on a entendu ça et là, que certains fonctionnaires ont obtenu 400 points de révalorisation, d'autres 100 points, 150 points. Mais la valeur qui est de 233,45 francs n'a jamais été touchée depuis 1960. Or, nous savons tous que le coût de la vie a pris l'ascenseur et qu'il faut maintenant y travailler. Le gouvernement nous a demandé de lui laisser le temps de bien évaluer l'impact pour qu'on puisse rediscuter, et nous lui avons laissé ce temps-là. Nous allons le discuter. Il y a également la question des primes. Vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a une migration de pas mal de fonctionnaires vers certains ministères techniques parce qu'il y a des primes là-bas. Et cela vide des secteurs importants comme le secteur de l'enseignement. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui veulent aller s'asseoir dans des ministères où il y a des primes. Mais pourquoi ne pas généraliser ces primes-là? C'est une réalité que nous voulons. Il y a également la question des retraités. Dans ce qui a été fait, les retraités au niveau du secteur privé ont eu une révalorisation de 5%. Ceux du public ont eu une augmentation, n'est-ce pas, de l'allocation familiale.
Mais ils estiment qu'il leur faut un peu plus. Donc nous souhaitons également que ces questions-là soient traitées. Mais de façon spécifique, la plateforme nationale, au niveau des perspectives, et on l'a dit tout à l'heure, la plateforme nationale a un arrêté qui fait d'elle une centrale syndicale du Côte d'Ivoire. Et je le dis devant les frères qui sont là et devant la nation ivoirienne. En 2018, le gouvernement ivoirien, devant le pléthore de centrales qui se réclamaient centrales syndicales, a initié un processus. Et ce processus a été conduit avec l'argent du contribuable et a abouti, avec 14 postulants, à retenir 6 centrales syndicales sur la base du Code du travail en son article 53.2, qui détermine les conditions légales à remplir pour être considéré comme centrale syndicale des travailleurs. Au bout de ce processus difficile, long, la centrale plateforme nationale a été retenue sur la liste des organisations concernées. Et nous sommes 6, c'est-à-dire les 5 anciennes, et c'est nous qui sommes la nouvelle. Et quand vous prenez l'arrêté, nous sommes la 4e organisation sur l'arrêté. Et votre inquiétude aujourd'hui, c'est que cela n'est pas encore mis en œuvre. C'est même au-delà d'une inquiétude. Depuis 2019, et qu'est-ce qui devait se faire? Le gouvernement dit qu'on devait aller à des élections professionnelles pour retenir 5 centrales représentatives qui devaient donc discuter avec le gouvernement. Le gouvernement a engagé le processus, nous avons commencé la campagne et en avril 2019, le processus s'est arrêté. Et quand le processus s'arrête, on décide de reconduire les 5 anciennes et de laisser la plateforme de côté. Nous disons que non. Nous avons tous été admis à un processus. S'il n'y a pas d'élection, il faut que les 6 soient retenus jusqu'à ce qu'on ait des élections. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes mis de côté. Et c'est ce qui explique que vous n'étiez pas à la cérémonie du 1er mai. Voilà. En tout cas, on a bien compris votre plaidoyer. Tout à fait. Concernant le secteur du privé, monsieur, il y a M. Silué Lassina qui nous appelle de Cocody. Il me semble qu'il est responsable syndical dans le secteur des entreprises privées de sécurité, qu'on appelle communément du gardiennage. Il estime qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas respectées dans ce secteur. Monsieur Silué Lassina, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Visiblement, un problème technique avec M. Silué. Allô? Oui, allô, nous vous entendons. Quel est votre point? Allez-y. Oui, ça peut passer maintenant? Allez-y, nous vous entendons, monsieur, vous êtes en direct. Aucune entreprise de vraiment sécurité, même aussi privée, aucune entreprise de sécurité, même privée, dans le domaine aussi du gardiennage, n'a jamais respecté aussi le SMIC. C'est-à-dire n'a jamais respecté le SMIC, n'a jamais respecté même la totalité des choses salaires en fonction même du, c'est-à-dire en fonction du choix SMIC. C'est-à-dire pour le SMIC qui était de 60 000 francs, aucune entreprise de gardiennage n'a jamais payé ses employés en fonction même du SMIC, qui est de 60 000 francs de CFA. C'est-à-dire, quand il dit mais le SMIC brut est là, mais tous les salaires, toutes les primes qui accompagnent même qui accompagnent le SMIC là, c'est que c'est jamais appliqué. D'accord. Il y a le SMIC en 2023 est là, et on sait que toutes les entreprises de gardiennage là, aucune ne va appliquer. Alors que les gardiens font un travail noble. Et plus grave même, les vigiles n'ont aucun statut réglementaire pour exister. Et aucune centrale ne lève aussi même son petit doigt. Donc j'interpelle tous les centrales syndicales à se pencher sincèrement sur le sort de tous les vigiles de Côte d'Ivoire, qui font un travail noble, qui sont les grands serviteurs même, qui sont les grands serviteurs même qui sont les grands serviteurs c'est-à-dire que qui sont les grands serviteurs de notre pays. Très bien. Mais malheureusement, qui sont réduits à l'esclavage. D'accord. Parce qu'aucune entreprise, tous les territoires ivoiriens ne respectent aussi les droits légaux. Merci beaucoup, M. Silué Lassina. Je rappelle que vous nous appelez de Cocody. Zadi Nyanya Théodore, c'est vrai que la situation de nos frères et sœurs qui exercent dans la sécurité privée, qu'on appelle communément vigiles ou gardiens, en tout cas, il y a beaucoup de retours qui reviennent selon lesquels leurs droits ne sont pas respectés. Comment vous réagissez face à ce cri de cœur du frère? J'allais en parler parce que j'ai parlé tout à l'heure du secteur public et puis, bien sûr, de notre condition spéciale, mais la plateforme est également au privé. Et nous avons des syndicats du secteur qui nous font remonter d'ailleurs sur cette question où certaines entreprises ne respectent pas le SMIC, le nouveau SMIC qui a... Lui, il dit la plupart, sinon toutes, vous dites certaines. Le SMIC qui a été, n'est-ce pas, depuis 1er janvier, certains ne respectent pas. Et aujourd'hui, c'est une préoccupation importante de nos camarades et nous travaillons
Et c'est pourquoi nous appelons l'État à amener ces entreprises. Une chose est de signer des partenariats, une chose est d'amener les entreprises à mais il faut que les gens respectent. Les minima catégoriels qui viennent d'être signés, c'est depuis le 1er janvier. Est-ce que les entreprises respecteront de payer, n'est-ce pas, le rappel, etc. Donc c'est une préoccupation importante. Et les défis de demain, là, c'est la mise en œuvre effective des dispositions, des décisions qui ont été arrêtées d'un commun accord au niveau du privé. Mais mieux. De quels moyens disposez-vous pour la mise en œuvre effective de ces mesures? Le premier moyen, c'est déjà communiquer et vous nous donnez cette opportunité pour amener nos États, nos autorités à pouvoir agir sur les entreprises ou à tout le moins à les accompagner. À les accompagner parce que l'État, quand il s'agit des fonctionnaires, l'employeur, c'est l'État lui-même. Donc les choses sont plus faciles. Or, au niveau du privé, c'est un patronat dispersé et divers où les gens n'ont pas les mêmes moyens, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas agir de la même façon. L'État doit pouvoir agir, accompagner, peut-être revoir un certain nombre d'impôts à ce niveau-là pour que les gens aient les moyens de payer. Donc, il faut que l'accompagnement de l'État soit plus fort. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Et nous ne faisons qu'interpeller l'État et lui demander de le faire. Dans le cas de la situation de nos frères et sœurs qui exercent en qualité de vigiles, oui. Ils sont dans une relative urgence. Oui. Vous avez dit que vous allez interpeller l'État oui, par c'est les ce que nous canaux faisons. des médias, mais au-delà de ça, quels moyens vous avez, vous? Non, les moyens syndicaux, les moyens, c'est la négociation, mais ou bien alors la pression, la grève. Est-ce que vous comprenez? Or, actuellement, comme je l'ai dit, nous avons des cadres de discussion. Et dans ces cadres-là, nous interpellons nos partenaires, l'État et les patrons, pour qu'ils agissent effectivement. Donc, pour le moment, le syndicalisme n'est pas celui qui donne, c'est lui qui réclame, c'est lui qui fait la pression, c'est lui qui revendique. Et c'est ce que nous faisons. Mais ce n'est pas tout. Hein. Sur la question du privé, il y a également les minima catégories, le SMAG, la question du SMAG, parce qu'il y a le SMIC et le SMAG. Le SMAG concerne ceux qui sont dans le secteur agricole. Aujourd'hui, ils n'ont pas été touchés par la révalorisation qui a été faite. Et nos camarades qui sont dans ce secteur souffrent, parce que le SMAG journalier est de 500 francs CFA, peut-être moins. Donc imaginez un peu, par mois, combien les gens touchent, sous prétexte qu'ils sont logés dans les entreprises agro-industrielles et que cela suffit. Aujourd'hui, ces entreprises ne logent plus tout le monde. Et donc, c'est un véritable défi à relever à ce niveau. Donc, comme vous le voyez bien, il y a des préoccupations, il y a des défis à relever. Et ensuite, il faut que le gouvernement fasse en sorte que nous respections les calendriers. C'est-à-dire que, selon le Code du travail, en son article 31.8, tous les 3 ans, les travailleurs et les partenaires sociaux et le patronat doivent se retrouver pour revaloriser le SMIC, les minima catégoriels, mais la dernière révalorisation a eu lieu en 2019. C'est seulement en 2022 que nous avons raté une année. Je pense qu'il faut respecter rigoureusement ces délais-là pour que, de façon régulière, nos camarades du privé voient, n'est-ce pas, parce que c'est un secteur très divers. Il y a également la déclaration à la CNPS, qui est une préoccupation, parce que le secteur informel pèse et certaines entreprises se cachent, n'est-ce pas, à la loi. Donc voilà un peu quelques préoccupations qui nous tiennent à cœur. Arthur Banga. Voilà. Rapidement, moi je dis deux choses. La première, c'est que je salue cette méthode. Je suis surpris parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler du syndicat, je crois que j'avais 5-6 ans, j'étais tout petit à Lamé, où il y avait Dignité contre Sinapissi à Hiro Lamé. D'ailleurs, je salue toute la population de là-bas, mais c'était violent. Lamé, c'est où? C'est sur la route d'Alépé, Senra. Aujourd'hui, c'est le Senra. Mais dans la région de Lamé? Dans la région de Lamé, justement. On l'a appelé parce qu'on était très, très près de ce fleuve. Et moi, c'est la première fois que je voyais des commandos arriver bastonner des gens. Et je demandais à mon père, mais c'est quoi? C'est là qu'il m'expliquait un peu les syndicats. Et à l'époque, il y avait Dignité, Sinapissi, un truc dans ce genre. Et c'était très dur à Lamé parce que moi, j'ai vu des amis qui n'ont pas terminé l'année scolaire, qui ont été expulsés carrément de la société. Et ça m'a marqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me réveille en me disant, aujourd'hui, vraiment, il y a une autre façon de faire du syndicalisme. Mais les Allemands, par exemple, la méthode allemande est très participative par rapport à la méthode française. Vous voyez, les premiers mai en France, c'est très différent dans l'Allemagne. Pour revenir sur la question des sociétés de sécurité, j'ai eu la chance, dans une autre vie, d'être conseiller du ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est quelque chose qui était à cœur. On avait déjà, à l'époque, convoqué 3 séminaires avec l'ensemble des entreprises de ce secteur. Mais 95% des entreprises ne respectent pas. Il y a encore 5% de bons élèves. Et l'idée, c'était d'arriver à une sorte d'annuaire et de travailler, je pense qu'on a bien avancé à l'époque, quand j'étais encore au ministère, sur les statures, sur même l'idée de la création d'une école
ou de pouvoir délivrer des certificats aux vigiles. Je pense que le ministre de l'Intérieur, le général Vangono Dumandé, a quand même un plan et je pense qu'il pourra le mettre rapidement en évidence. Moi, je vais laisser mon plaidoyer, je vais laisser à l'aîné ou patron parler des enseignants-chercheurs. Voilà. Mais je veux parler d'une partie de la population qui sont dans l'informel. Ces servantes, ces apprentis baka. On dit qu'ils ne sont pas des chômeurs dans les stats, donc ce sont des travailleurs. Je me tourne vers les syndicats, mais aussi vers l'État. Parce que tous ceux-là sont justement à l'écart de toutes ces mesures qu'on prend. Donc il faut qu'on trouve des mécanismes pour les intégrer. À travers, parce qu'aujourd'hui, un apprenti baka ou une servante qui est enceinte, par exemple, mais sa patronne la renvoie sans rien. Elle n'est pas protégée. Un apprenti baka qui tombe malade, comment il se soigne? Voici une bonne partie de travailleurs. Si on s'en tient à la définition que prend la Côte d'Ivoire du travailleur, ce ne sont pas des chômeurs. Ce sont des travailleurs. La femme, la dame qui vend de la loco et tout ça, il faut maintenant une réflexion qui les intègre. Une réflexion qui fasse qu'on puisse couvrir leurs besoins sociaux, le minimum social dont ils ont besoin. Et d'une façon ou d'une autre, puissent bénéficier de ces retombées de l'État. Parce que ce sont des travailleurs. Ce sont des gens sans qui la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Et syndicats et État, moi, mon plaidoyer, j'avais 2 plaidoyers, je laisse le premier au professeur, c'est envers ces personnes-là pour qu'elles soient intégrées dans la vie du 1er mai. Parce que ce sont ces gens-là qui font la Côte d'Ivoire. Ces gens de cette Côte d'Ivoire qui se lèvent tôt, c'est la Côte d'Ivoire. Professeur Simplice Dion, vous, votre plaidoyer, c'est pour les enseignants. Mais c'est pour le secteur éducation-formation. Vraiment, je ne vais pas rappeler tout ce que nous savons déjà. Mais de temps en temps, il est important de répéter parce que ça permet de réveiller un peu les gens. Vous voyez, quand les enseignants, les éducateurs, quand ils réclament, c'est comme si toute la société se coalisait pour dire « taisez-vous ». C'est ça. Quand ils réclament quelques primes, quand ils réclament quelques avantages, mais c'est comme si nous ne devions pas parler. Mais nous sommes les formateurs. Quand vos enfants quittent la maison le matin, c'est nous qu'ils voient à l'école, dans les universités. Nous sommes pour eux des éducateurs. Nous sommes pour eux des maîtres. Nous sommes pour eux des amis, des modèles, parfois même des confidents. Il y a des choses que les enfants nous disent qu'ils ne peuvent pas dire à leurs parents. Nous voyons nos étudiants et nos élèves sortir. C'est nous qui les voyons sortir, passer par la broussaille et aller consommer un peu de joint. Ou alors se changer, monter dans une voiture et puis aller un week-end alors qu'on est censé être à l'école. Mais ce que nous demandons, c'est que l'État, qui a déjà fait beaucoup et qui fait beaucoup, on est en train de saluer ici les actions de l'État, c'est que l'État regarde la situation du secteur éducation-formation. On n'a pas de prime, on n'a rien. Mais on demande que de temps en temps, notre situation soit revue. Qu'on soit au primaire, qu'on soit au secondaire, qu'on soit à l'université. Vous voyez, il y a un sage qui s'appelle Plutarque, qui dit que le cerveau de l'enfant, ce n'est pas un vase qu'on remplit. C'est un foyer qu'il faut échauffer. Et c'est nous qui échauffons ce foyer. Nous avons besoin d'un peu de respect et de dignité, d'un peu de valeur, pour que le maître redevienne le maître. Parce qu'on a laissé les enfants être les maîtres de la société. De sorte que, parce qu'ils deviennent les maîtres de leur maître, ils se posent en face de l'État comme les égaux de l'État. C'est pour ça que vous les voyez faire ce qu'ils font. Ils se mettent en congé quand ils veulent, parce qu'ils estiment qu'ils sont les maîtres. Mais c'est nous les maîtres. Mais mettez-nous dans la peau des maîtres pour que nous puissions faire avancer cette société. Il n'y aura pas d'Ivoirien nouveau. Il n'y aura pas de Côte d'Ivoire nouvelle si le secteur éducation-formation ne prend pas en charge ces enfants-là pour en faire quelque chose. Je voudrais vraiment prier les syndicats, prier l'État et prier toute la population, la masse des parents, de faire en sorte que les enseignants, les éducateurs, les formateurs, du privé comme du public, puissent habiter leurs fonctions, habiter leur sacerdoce. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Avant de vous donner la parole, Landry Couillot, nous allons entendre Tchétché Jean-Paul qui nous appelle d'Anyama, me semble-t-il. Il se pose la question, Théodore Zadignagna, vous nous direz, il se pose la question si le SMIC concerne tout le monde, parce que lui, il n'a pas vu de changement sur son bulletin de salaire. Tchétché Jean-Paul, bonsoir. S'il y a des gens au-dessus du SMIC, il ne va pas savoir. Allez-y pour votre réaction. Oui. Comme M. Zadignagna, il est là,
Je voulais savoir, le SMIC qui passe de 75 000, de 60 000 à 75 000. Après, est-ce que l'application est juste? Parce que nous qui sommes dans le TP, qu'on appelle ce SMIC-là n'est pas encore appliqué. Ça fait depuis 5 mois maintenant. Donc, je voulais savoir au juste. Très bien, M. Tchétché Jean-Paul, question entendue. Zadi Niania, réaction? Mais c'est ce que nous disions tantôt. Il y a encore des entreprises qui rechignent à appliquer le SMIC. Et je pense que l'appel que nous lançons ici, c'est à l'État de faire la pression pour qu'il le fasse. Parce que ce n'est pas juste. Depuis janvier, le 1er janvier 2023, cela devait être appliqué. Malheureusement, ce n'est pas encore fait. Parce que les minima catégoriels qui ont été améliorés, mais c'est la grille salariale du privé à les différentes branches. Et le premier salaire de la grille au niveau du privé, c'est 75 000 francs. C'est ça qui est le SMIC en réalité. Et c'est à partir de là que tout s'enclenche. Donc, si les gens n'arrivent pas à appliquer le SMIC, on n'est même pas sûr que les minima, les révalorisations qui ont été faites seront appliquées. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une véritable politique d'accompagnement pour que les camarades du secteur privé qui souffrent beaucoup, n'est-ce pas, ressentent effectivement ces améliorations-là dans leur assiette. Très bien. Alors, précision avant de donner la parole à Michel Betta, précision concernant Arthur Banga qui estimait que l'État devrait faire des efforts pour intégrer la fille de ménage et tout le reste. Donc, je voulais rappeler qu'il existe justement le statut du travailleur indépendant qui a été mis en œuvre pour permettre justement à ces travailleurs-là de cotiser et de profiter du système. Donc, juste rappeler ça. Est-ce que la servante qu'on a à la maison, elle sait comment on fait son statut d'indépendant? Est-ce que l'apprenti En tout cas, la CNPS a beaucoup communiqué sur ces instruments. On a bien entendu votre plaidoyer, c'était juste pour rappeler que cet exercice... sortir notre système de l'informel, parce que nous sommes à 80%. Et c'est ça qui plombe, en fait. En attendant qu'on sorte de l'informel, on ne va pas laisser ces 80%. Non, je suis d'accord. Je veux dire, c'est tout un processus, ça fait partie du processus. Il faut qu'on ait peut-être un salaire minimum pour qui puisse être réparti à tous ces travailleurs indépendants. On peut appliquer des salaires minimums face à des secteurs précis. C'est ça. On peut regarder la réalité sociale et appliquer un minimum sur, par exemple, les servantes, appliquer un minimum sur les apprentis de Baka, appliquer un minimum sur les mécaniciens. Il faut quand même, on peut regarder. C'est ça. Avoir un salaire minimum dans ces secteurs-là, en regardant la réalité de l'emploi, la réalité de ce qui se passe. On ne peut pas les laisser comme ça. Non. On peut même obliger, si on ne peut pas passer par eux, on peut obliger les propriétaires de dire qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui a une servante la déclare. Ça peut être une façon... C'est déjà le cas. Mais qui vous dit que c'est pas le cas, Banga? C'est déjà le cas. Michel Betta, allez-y. Au moment des plaidoyers, je ne peux pas passer ici sans parler de la presse. Parce que les 1er mai aussi nous concernent. Voyez-vous, nous avons une convention collective interprofessionnelle dans notre secteur. Et cette convention collective devait être accompagnée par l'État. Et nous, qui sommes au niveau du patronat de la presse, nous prenons prétexte de votre micro, de votre antenne, pour demander à l'État de faire sa part, notamment à notre ministre de tutelle de faire sa part, afin que les journalistes qui sont, je veux dire, ceux mêmes qui parlent de ceux qui font la grève, qui parlent de ceux qui ont des revendications, soient aussi à un niveau acceptable socialement pour pouvoir parler de ceux qui souffrent. Parce que si eux-mêmes ils souffrent, comment ils vont parler de ça? À vous voir, on n'a pas l'impression que... Non, je ne parle pas de moi, je parle d'une profession tout entière. D'accord. De la profession tout entière. Donc vraiment, c'est mon cri de cœur. Parfait. Et aussi, nos autorités se penchent sur la question de la presse, des journalistes. Motion de soutien, hein? Ah, ouais. André Couillot, on ne pense pas ça aussi. André Couillot, allez-y. Deux choses. La première chose, c'est au niveau de la mise en œuvre des différentes mesures prises dans le secteur privé. Juste pour dire que les outils existent déjà, il suffit de les mettre en œuvre. C'est ça. Nous avons la Direction générale du travail, laquelle décline l'inspection du travail. Si ces outils-là ne sont pas utilisés à l'effet de vérifier l'existence même de l'application de ces mesures, ça sera difficile. L'État a déjà cela. Et depuis la création de la Côte d'Ivoire, il y a ça. Il y a la CNPS qui effectue dans ses missions des missions de contrôle. Mais il va falloir démultiplier ces missions de contrôle-là parce qu'elle a le référentiel des entreprises en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes déclaré, vous payez vos impôts, elle a la capacité au niveau des impôts de pouvoir avoir la liste des entreprises et de veiller à la Encore faut-il qu'on déclare les gens. Non, c'est pourquoi, c'est ce que je dis, la CNPS, lorsqu'elle fait une mission de contrôle, s'assure d'avoir le registre de l'employeur dans lequel il est inscrit tous les travailleurs et vérifie s'ils ont un contrat de travail, si le contrat de travail est rédigé et qu'il n'y a pas de clauses qui sont illicites, si les salaires correspondent dans leurs détails à la réglementation qui est en vigueur. Donc, il faut activer davantage ou encourager ces structures de protection des travailleurs-là d'agir comme il le faut. Pour ce qui est de la grande famille des enseignants,
il faut dire que ce qui est réclamé, ce qui est revendiqué est de bon droit. Sauf que, mais qu'il y a une amélioration. Déjà que lorsqu'on crée le secteur, par exemple, on reconnaît le secteur de l'enseignement confessionnel ou l'enseignement privé laïque, il y avait des personnes, il y avait donc dans cette famille-là des personnes qui étaient laissées pour compte, qui aujourd'hui ont une reconnaissance officielle, légale, et qui peuvent espérer désormais être traitées comme les autres. Maintenant, lorsqu'on a réussi à pouvoir les faire émerger, à les faire exister, il va falloir désormais valoriser comme il le faut ce secteur d'activité-là, de sorte à ce que, comme disait le professeur Dion, les maîtres soient les maîtres, à l'effet de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes aux élèves qui ont besoin d'apprendre et de pouvoir être de véritables citoyens en capacité d'apporter à la Côte d'Ivoire ce dont elle a besoin. Dernière réaction. Il y a des choses qui vont vraiment au-delà de ça. Moi, je vais te prendre le cas de la recherche. J'ai organisé un colloque en octobre. Tous ceux qui venaient de l'extérieur, des pays du Nord, ont eu leur billet d'avion payé par leurs universités. Mais un chercheur ivoirien ne peut pas faire de colloque. C'est ça. On t'invite, quand celui qui t'invite ne peut pas prendre en charge le séjour, tu ne peux pas. Moi, je travaille sur les relations franco-africaines. C'est-à-dire une partie de mon travail, de mes archives, se retrouve ailleurs. On m'envoie des messages, je me dis, mais dans ce que tu recherches même, il y a une partie qu'on vient de trouver en Angleterre. Comment j'y vais? Quand on n'est pas accompagné. C'est des questions. Nos jeunes, nos parents, vous ne comprenez pas. Moi, je suis fils d'instituteur. Mon père, dans certains villages, il incarnait la République. Et mon père me disait, faisons tout pour que chez nous soit beau. Parce que quand les gens rentrent dans notre maison, c'est la République qu'ils vont voir. Mais il y a des instituteurs qui ne peuvent même pas rentrer chez eux beau dans un village où ils représentent l'État. C'est de ça que le professeur parle. Le premier visage de l'État, c'est l'enseignant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On récupère les enfants à 5 ans, on les lâche souvent à 30 ans. Mais aujourd'hui, tous les enseignants veulent aller dans des ministères. Dès que tu as un pote qui te voit, il te dit, mais attends, tu ne connais pas quelqu'un qui me fait partir au ministère de temps? Parce que tout le monde fuit notre ministère. Pas parce qu'on n'aime pas ce boulot. C'est un boulot formidable où tu peux transformer la vie des gens. Mais souvent, on rencontre des étudiants qui n'ont pas de cas de but, c'est nous qui la payons. Mais si nous-mêmes, on ne mange pas, si nous-mêmes, on ne peut pas... Ouais, moi, j'ai la chance de faire autre chose, donc c'est pas grave pour moi. Je parle de ma corporation qui est menacée. Tout à fait. Et je pense qu'on doit vraiment réfléchir à ça. On vous a bien compris, Arthur. On est bien content de ce qui se passe. On est bien content des avancées qu'on a eues. Tout à fait. Mais il en faut plus. Il y a beaucoup à faire. Alice, permettez-moi. 30 secondes. C'est pour dire que tout à l'heure, ils ont relevé le cas des vigiles, des gardiens. Mais il y a d'autres métiers qui sont sinistrés, on est d'accord. Par exemple, les marins-pêcheurs. Oui, bien sûr. C'est triste. Et pourtant, le poumon de l'économie ivoirienne, c'est l'économie maritime et portuaire. Mais ceux qui y travaillent, ils vivent dans des conditions exécrables, où l'on refuse d'appliquer la Convention collective internationale. Donc il y a tous les textes qui sont là, sauf que les employeurs refusent de les appliquer. Il faut que les institutions du travail puissent travailler comme il le faut et accomplir les tâches et leurs missions parce qu'elles existent pour ça. J'ai envie de dire à M. Zadi Nyanya Théodore que finalement, au-delà de discuter avec le gouvernement, vous avez beaucoup de travail sur le terrain aussi. Il y a du travail à faire. Oui, la question du travail. On a l'impression qu'on entend les centrales syndicales que quand il y a des revendications, quand il y a des grandes réunions avec le gouvernement... Oui, c'est vrai que c'est des périodes de communication, donc c'est évidemment, mais au quotidien, nous avons ces préoccupations-là qui nous sont remontées. Et c'est qu'on peut résoudre dans le fait. Mais de façon globale, comme il a dit, la question du travail, la question de la situation salariale et sociale des travailleurs, c'est une préoccupation importante, surtout dans le secteur privé. On a parlé tout à l'heure des enseignants. Mais le secteur privé enseignant est véritablement très sinistré. Or, 80% des élèves ivoiriens sont dans ces établissements. Quand on prenait la commune de Yopougon, il y a plus de 200 établissements. On n'a que 5 ou 10 établissements publics. Le reste, c'est le privé. Donc, nos enfants, majoritairement, que ce soit au secondaire, au primaire, secondaire comme au supérieur, sont en majorité dans ces secteurs. Donc il faut véritablement revenir à nos fondamentaux. Le président Oufou, en 1976, ayant compris cela, avait décroché les enseignants, les avait mis dans les bonnes conditions, et malheureusement, en 1983, nous sommes revenus à la fin, n'est-ce pas, des baux administratifs, avec des primes de logement misérables que nous avons aujourd'hui. Ensuite, en 90-91, le raccrochage des enseignants, tout cela a détruit l'image de l'enseignant de façon progressive. Et rapidement, aujourd'hui, les conseils généraux
ils construisent des écoles sans camp de maître. Sans classe moi, de je suis un maître. enfant des camps de maître. Voilà. Et le camp de maître de l'époque, mais on avait tout chez nous à la maison. C'est cela. Mais aujourd'hui, ils construisent dans les villages et ils ne mettent pas de camp de maître. Tout cela est remis en cause. Il faut un véritable plan, comme l'a dit le professeur, pour le secteur éducation-formation. Très bien. Merci à vous, Théodore Zadi-Niania, président de la plateforme nationale. Merci d'être venu, en tout cas, sur notre plateau pour évoquer la célébration de la fête internationale du travail célébrée lundi dernier. Merci beaucoup. Messieurs, nous allons à présent évoquer l'actualité politique marquée par cette sortie du secrétaire exécutif du RHDP qui a mis en garde les éventuels indépendants de son parti. C'était au cours d'une rencontre avec des jeunes venus apporter leur soutien aux candidats du RHDP. Et s'il y a bien un événement qui a relancé cette question des indépendants, c'est la sortie de la députée de Cocody, Yasmina Ouénia, qui a annoncé sa candidature en qualité d'indépendante pour la commune de Cocody, ce qui n'est pas forcément bien vu du côté de la direction de son parti, le PDCI-RDA. On suit ce sujet de Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedou. On en parle juste après. Les listes des candidats RHDP pour les élections municipales et régionales sont connues. Face aux velléités des candidatures indépendantes souvent préjudiciables pour les partis politiques, le secrétaire exécutif du RHDP met en garde les fauteurs de troubles. Il n'y a aucune organisation humaine, aucune, ça n'existe pas, qui fonctionne vers un objectif précis sans règles. Et un parti politique, il fonctionne selon des règles. Ils sont consignés dans ce que nous appelons le statut et règlement intérieur. Et dit qu'aucune candidature indépendante ne sera tolérée. Il faut qu'on fasse preuve de discipline. La discipline du parti, c'est le maître mot à l'approche des échéances électorales. C'est le message des jeunes du RHDP venus apporter leur motion de soutien aux candidats désignés par le parti. Nous, jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, pensons fermement que le projet de société pour une Côte d'Ivoire solidaire sera effectivement mis en œuvre au niveau local que par des élus du RHDP. Engageons l'ensemble des jeunes du RHDP à soutenir sans réserve et sans calcul les candidats du RHDP lors des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. À quelques 4 mois des élections locales, Yasmina Ouénia est la première candidate indépendante issue d'un parti politique déclaré au lendemain de la publication des candidats du PDCI-RDA. À travers cette candidature, je réponds aux appels pressants et répétés des nombreuses voix représentant la grande diversité de notre cité. Un phénomène qui pourrait être contagieux pour les autres partis politiques. Retour sur le plateau de NCI 360 après cette courte pause. Et le vice-président du Front populaire ivoirien nous a rejoint en plateau. Diabaté Bey, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous ressortez de la fête de la liberté en pleine forme? Ah oui. Tout va bien? Bien entendu, en pleine forme, parce que nous avons fait une forte mobilisation. Très bien, on en parlera tout à l'heure, dans un instant. Sylvain Guédé-Debailly nous a également rejoint, journaliste à connexioivoirienne.net. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, cher Ali. Merci de nous avoir rejoints pour la deuxième et troisième partie de cette émission. Messieurs, avant la pause, vous avez vu ce reportage de Pierre Dipomelin qui rappelait justement les mises en garde de Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, contre les candidatures indépendantes à la faveur des prochaines élections locales qui approchent, et également l'annonce de la députée de Cocody, Yasmina Ouénia, qui annonce aller en candidate indépendante pour briguer le poste de maire de la commune de Cocody, poste qui est détenu actuellement par Jean-Marc Yassé, maire de la commune, qui a été reconduit d'ailleurs dans cette candidature par son parti. Vos réactions ce soir? Est-ce que ces candidatures indépendantes ont la force de fragiliser les états-majors politiques? On va s'adresser à l'homme politique sur le plateau, Diabaté Bey. Oui, merci beaucoup. Je pense que les candidatures indépendantes fragilisent les partis politiques. En ce sens que militer obéit à un certain nombre de règles. Le militant et le militaire, les deux mots ont la même racine. Quand vous décidez de militer dans un parti politique, c'est pour respecter les règles de fonctionnement de ce parti. Mais quand le parti décide de choisir, de passer au choix des candidats et que vous refusez la décision du parti, bien évidemment, vous fragilisez la machine du parti. Et sur le terrain, vous créez deux types de militants.
Parce que vous allez partir avec une partie des militants du parti et des candidats d'autres partis politiques vont profiter de votre division pour gagner l'élection. Vous craignez des candidatures indépendantes au niveau du FPI? Pour le moment, il n'y a pas encore de velléité de candidatures indépendantes. Pour le moment. Mais nous ne sommes pas encore à l'heure du dépôt des candidatures. On ne sait jamais. Mais nous prenons nos précautions. C'est aussi une manière aussi de... les candidatures indépendantes interpellent aussi la direction des différents partis politiques. C'est pour nous dire que nous devons être lucides, nous devons prendre notre temps d'analyser d'abord les candidatures, parce qu'il y a une réalité nationale, n'est pas une réalité locale. Un bon militant n'est pas forcément un bon candidat. Vous pouvez être un très bon militant dans votre parti politique et ne pas être un bon candidat. Parce qu'une candidature locale obéit souvent à des réalités locales. Si la direction n'a pas pris le temps d'analyser cela, alors vous allez passer à côté. La preuve en est qu'en 2018, nous avons eu jusqu'à 56 indépendants qui ont été élus aux élections locales. Ça veut dire qu'à un moment donné, la machine n'a pas bien fonctionné pendant le choix des candidats. D'un côté, vous dites, quand on est militant, on est un peu comme le militaire, on suit la discipline du parti. D'un autre côté, vous dites, la direction peut ne pas bien analyser les enjeux sur le terrain. Est-ce que, justement, c'est ce manque de lucidité qui peut susciter des candidatures indépendantes? Dans certains cas, évidemment. Dans certains cas, c'est le cas. Dans certains cas, je n'ai pas dit tous les cas, dans certains cas, c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Arthur Banga, Action. Moi, je partage à 200% l'avis du vice-président Diabaté Bèye. Ça interpelle sur deux choses, on est bien d'accord. La première chose, c'est sur les mécanismes de choix du parti. Le parti peut se tromper. On a déjà vu, quand on prend par exemple, il y a plein d'indépendants qui ont gagné. Hein. Je me rappelle en 2000, Niragbe Jean, il gagne un indépendant avant de donner sa victoire. Donc, il y en a beaucoup, hein. Oui, qui gagnent un indépendant, qui redonne la victoire pour prouver au parti que oui, finalement, dans le fonctionnement, vous n'avez pas bien choisi. Après, ce n'est pas si facile de choisir un candidat à l'échelon local. Parce que vous consultez les militants, celui qu'ils vont choisir peut être peut-être le meilleur candidat pour le parti, mais pas nécessairement pour gagner l'élection. Parce que gagner l'élection, ça suppose aller au-delà des militants du parti. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Néanmoins, moi je reste, avant d'être électron libre comme aujourd'hui, j'ai eu quand même une vie militante. Et comme moi, dans ma vie militante, j'étais très, et je le suis encore dans mon principe, très ulcéré contre les indépendants. Parce que je partage sa démarche. Quand on décide de rentrer dans un parti politique, c'est comme un loup dans une meute. Et autant la meute n'est rien sans le loup, autant le loup n'est rien sans la meute. Où tu sors de la meute? On ne peut pas venir être militant cadre, souvent ils sont responsables. On va dire qu'ils sont députés d'un parti, et parce que le parti ne te choisit pas, tu pars en indépendance, c'est même pas cohérent. Donc, il faut une certaine cohérence. Et quand on remarque, bon, dans le cas de Cocody, quand on remarque encore les propos anciens qui disaient, bon, ben, moi je suis contre, comment on appelle ça, le cumul des postes. On ne peut pas se faire l'avocate du cumul des postes et se retrouver aujourd'hui à prétendre un cumul de postes. C'est pas cohérent. Et ça fait de grosses défaites. Moi, je rappelle toujours la défaite de Bouaké, le PDCI en 2000. Le PDCI peut Bouaké comment? Parce que Konan Denis, qui est le maire sortant, n'accepte pas le choix de Jean-Claude Kouassi. Et Fanny passe entre ces deux. Mais il y a plein d'exemples comme ça, où des partis politiques perdent parce que le premier danger vient justement du concurrent qui permet à l'adversaire de se poser. Parce que l'adversaire, il fait bloc autour de lui. Et donc moi, je suis foncièrement contre les indépendants. Néanmoins, je demande aux partis politiques de tirer les leçons quand même de ces indépendants et d'essayer de trouver des meilleurs mécanismes pour décider, pour choisir leurs représentants. Michel? Oui, moi je suis, comme mes prédécesseurs, hein, je suis contre le fait même qu'il y ait un indépendant au sein des partis politiques. Cela démontre quelque part que tu ne respectes pas la discipline de ce parti-là. Mais en même temps, je me dis que les indépendants aussi contribuent à notre jeune démocratie. C'est pourquoi même je suis un peu ulcéré quand j'entends les propos du RHDP contre ces indépendants. Quand un ministre qui se permet de dire, si dans votre ministère, quelqu'un se prétend indépendant et que vous ne lui parlez pas, c'est que vous-même là, vous n'êtes pas un bon militant. Ça vous dit quoi? Ça dit que même les postes de direction, il faut forcément être militant, sans même dire, pour être militant du RHDP,
pour occuper ces postes-là. Parce qu'il a menacé même les ministres, il a menacé les directeurs parce que simplement, il craignait un indépendant. Moi, je crois qu'il faut éviter ce genre de propos-là. C'est trop grave, c'est trop grave. Il ne faut pas nier aux autres la possibilité d'être indépendant, ça veut dire neutre, hein? Tu es à équidistance des différents partis. Bien que tu viennes d'un parti, tu te mets à équidistance des autres partis parce que tu estimes à un certain moment que tu peux gagner une élection en mobilisant les énergies au-delà de ton parti. Donc vraiment, je crois que c'est vrai, on peut essayer tant bien que mal de canaliser l'ardeur de certains indépendants qui peuvent faire perdre à certains partis leur poste sélectif, mais il faut éviter d'en faire assez. Pour vous, indépendance, discipline, d'accord, mais il faut être tolérant avec les indépendants. Non, il faut éviter d'en faire assez, comme le RADP l'a fait. Parce qu'en menaçant les gens avec des ministères, avec leurs postes, ça vous dit qu'on n'est même plus au stade où on peut tolérer à quelqu'un de dire, bon, écoutez, vous êtes RADP, moi je décide d'être neutre dans cette élection-là pour gagner au-delà du RADP. Donc voilà un peu ces propos qui m'ont illustré en parlant des indépendants. Sylvain Debailly? Oui, je suis un peu d'accord avec ce que viennent de dire mes prédécesseurs, mais ce que je voudrais... Si vous êtes tous d'accord, finalement, il n'y a pas de débat ce soir. Par contre, moi, j'ai quelque chose d'autre à dire là-dessus. C'est que les élections municipales, qu'on appelle les élections municipales et les élections régionales, sont par essence des élections, dès le départ, on avait dit non politiques. Non politique, c'était des élections de développement pour choisir des leaders de la gouvernance locale. Et donc, vu... Tu veux voter une ministre, c'est ça? S'il vous plaît. De ce point de vue, qu'il y ait des indépendants, même venant des partis politiques ou d'autres formations, cela ne poserait pas de problème. Mais à la pratique, on a vite remarqué que ces élections dites de développement-là sont devenues finalement un enjeu politique. D'où toute cette agitation autour des candidatures indépendantes. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a au niveau des partis politiques les principes de base. Il y a des indépendants parce que souvent les principes de base sont violés, soit par les leaders eux-mêmes qui s'érigent finalement en petits dictateurs et puis imposent souvent des candidatures. Quand on regarde les listes qui viennent de sortir, il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas été choisis, qui se demandent comment ils n'ont pas pu être choisis alors qu'ils pensaient pouvoir avoir le meilleur profil. Vous comprenez? Mais j'accuse également les leaders de tous ces partis-là. S'il y a le phénomène des indépendants qui devient récurrent, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? On les fustige dès le départ. Mais une fois qu'ils sont élus, comme on veut faire du chiffre, comme on veut prouver qu'on a le parti le plus fort, soit on va leur faire la cour, ou bien ces indépendants-là reviennent vers ces partis et puis ils sont accueillis les bras ouverts. Alors, pourquoi ce qui a été hier ne peut pas être aujourd'hui? D'où le phénomène des indépendants qui s'accentue. Mais tout n'est pas que menace. Très souvent, moi, ce que je reproche aux hommes politiques, c'est leur manque de pédagogie. Ici, vous avez quelqu'un qui se croit capable de gagner une élection et puis il n'est pas retenu. Moi, je pense qu'il faut plutôt le faire adhérer à la vision du parti. Peut-être qu'il n'a pas encore suffisamment compris la vision du parti. Il faut plutôt donc le convaincre que de le contraindre. Moi, c'est vraiment assez dur. Parce que tout concourt à la démocratie. Celui qui est indépendant, ce n'est pas parce qu'il s'écarte de la vision de son parti. C'est vrai, on parlera d'indiscipline, mais il pense que localement, il peut porter les couleurs, il peut défendre les couleurs du parti. Et finalement, pour terminer, c'est une équation qui se pose quand même. C'est-à-dire, on va se demander, entre la personnalité et le parti, finalement, qui fait gagner? Est-ce que je gagne parce que c'est le parti qui m'a oint, ou bien je gagne parce que c'est mon équation personnelle qui prédomine? Ça, c'est vraiment une véritable équation à résoudre au sein des partis. Absolument. Landry Couillot? Merci bien. Vous êtes d'accord aussi avec tous les autres Bon, je vais m'exprimer, puis on verra si je suis d'accord. Dans l'idéal, on aurait bien préféré que le mécanisme de désignation des candidats puisse emporter l'adhésion de tous et qu'au regard des différents éléments d'appréciation que chaque candidat apporte à l'attention des différents comités mis en place, le choix, c'est un choix lucide. Un choix dans lequel je dis, il n'y a pas de problème, j'ai pas été choisi, par contre, le meilleur d'entre nous aurait été choisi.
Encore faudrait-il apporter la preuve que les règles qui ont été établies soient les règles qui ont été réellement visées à l'effet de désigner les candidats. Parce que c'est vrai que l'on peut les blâmer, mais chaque cas doit être traité in concreto. Est-ce que celui qui se désigne aujourd'hui comme étant indépendant se plaint de ce qu'il n'ait pas été choisi d'une question d'ego, ou alors il indexe le fait que les règles qui l'ont convaincu de porter sa candidature n'ont pas été réellement respectées. Ça, c'est un autre débat et c'est dans la cuisine interne. Dans tous les cas de figure, un candidat indépendant, c'est vrai, ça participe de la démocratie, sauf que ça fragilise, comme disait le président, ça fragilise la cohésion locale. Et ça constitue donc un risque systémique pour le parti politique, parce que dans tous les cas de figure, il y a la population, les militants qui vont avoir leur leader, élu ou pas, qui est différent de l'autre. Et donc, du coup, peut-être qu'à court terme, on peut tenter de régler les choses, mais à long terme, ça pourrit les choses. Et aujourd'hui, on peut donc apprécier, dans tous les partis politiques, des tensions fortes au niveau local. C'est clair. Je ne vais pas citer de région. Vas-y, tu peux citer. On a Bagoué, par exemple. Il y a quoi dans la Bagoué? Bagoué, il y a des tensions fortes. C'est moi qui pose des questions. Encore que ces tensions-là ne sont pas que politiques, mais elles portent des germes qui sont culturels et qui ne sont pas forcément pris en compte dans le choix des candidats. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si les partis politiques ou les responsables, les dirigeants des partis politiques estiment que les candidats indépendants constituent pour eux des risques systémiques, c'est à eux de veiller à ce que les règles de désignation soient des règles qui soient suffisamment claires et que la rigueur soit de mise dans le choix. Dans tous les cas de figure, on souhaite bonne chance à tout le monde et le meilleur gagne. Dans tous les cas, on a vu, l'expérience a prouvé qu'indépendant, il est élu, il n'est plus indépendant, il revient, il est accueilli en fanfare. Dans tous les cas de figure, souvent même on encourage à l'interne les candidats indépendants pour lui dire, c'est vrai, on ne t'a pas choisi, on ne peut pas faire autrement, vas-y. Si tu gagnes, tu reviens. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Finalement, le jeu politique... Il n'y a pas de problème d'un point de vue politique à court terme, mais je dis à long terme, ça pourrit l'atmosphère au niveau local. D'accord, très bien. Professeur Dian, allez-y. Moi, je dénonce une vaste hypocrisie dans tout ça. Dites-nous, pourquoi? Tout ce que vous entendez là, et tout ce que vous entendez là, ça fait partie du jeu, de la comédie politique. Parce que si on me dit de quelqu'un qui a signé une déclaration sur l'honneur que je m'engage à accepter le verdict de la commission de médiation, quand on n'a pas retenu ta candidature et tu dis quand même « je vais être indépendant », il n'y a rien de plus indiscipliné dans un parti. Qu'est-ce qu'on fait d'un indiscipliné dans un parti? On le sanctionne. On le sanctionne. Aucun de ces indépendants ne sera sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'indépendants. Il y a des indépendants indépendants, ils y vont, quel que soit ce que vous allez dire, parfois ils ne déposent même pas leurs papiers au parti. Et il y a des indépendants qui sont stipendiés, ils sont en mission. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites? C'est ce que je veux dire. On sait que professeur Dion, maire de Mans, de tel parti, amen, il ne peut plus. Ça ne peut plus marcher. Parfois même, j'ai pris juste l'exemple de moi. On lui dit, on dit au parti, lui là, il ne peut pas être élu. Ça n'est pas possible. Les militants même font toutes les lettres possibles, mais parce qu'il est maire, parce qu'il est député, on ne peut pas le débouter comme ça. On va susciter la candidature d'Arthur Banga. Parce qu'on sait que... Quand vous dites on va susciter un haut cadre du parti... Parce que dans les partis, il y a des parrains. Et c'est le système de parrainage que certains indépendants dénoncent. Parce qu'ils se disent, par exemple, que dans la commission de médiation, tel candidat a tel parrain, et ceux-là vont jouer en faveur de tel autre. C'est ça qui crée parfois des frustrations. Donc je disais que Arthur est suscité comme candidat indépendant. On ne le sanctionne pas quand Arthur dit « je suis candidat indépendant », mais parce qu'on est presque sûr que Arthur va remporter l'élection. Autant on donne, j'ai dit n'importe quoi, 50 millions aux candidats du parti pour dire « le parti te soutient », mais autant il y a des officines qui vont donner 200, 300 millions à Arthur pour aller faire campagne à l'américaine, et quand Arthur passe, il revient au parti tranquillement. Il y a aussi cette façon de procéder, donc c'est pour ça que je dis, je dénonce cette vaste hypocrisie, mais c'est le jeu politique et il faut qu'on l'accepte. D'accord. Ali. Très bien. Oui, Arthur. Non, moi,
il y a des particularités. Sans doute, on en parle aujourd'hui. Mais au-delà de ces particularités, il y a un principe. Il y a un principe d'indiscipline qui pour moi est intolérable et qui n'est pas cohérent. Rien ne m'empêche, je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'étais de ceux qui Ce que le professeur Dion dit, c'est que cette indiscipline, comme vous l'appelez, peut souvent faire partir du jeu. Je l'entends, hein, je l'entends. En général, surtout quand dans les partis, on se projette pour le futur. C'est-à-dire, on peut avoir dans le même parti 2 futurs candidats pour la présidence du parti. Professeur Dion et par exemple Landry Couillot, chacun va vouloir avoir des assises, donc chacun va pousser. Et souvent, ça va plus loin. Hein. Souvent, par exemple, professeur Dion est candidat. Hein, je suis un autre leader. Je sais que s'il gagne ces élections, la route de la présidence du parti s'ouvre pour lui, mais je peux susciter des candidats contre lui. Ça arrive. Ça n'empêche pas que le principe est mauvais. Le principe d'être indépendant pendant qu'on appartient à un parti, et surtout quand on est responsable dans ce parti, est mauvais. Et ce n'est pas cohérent quand je signe une déclaration sur l'honneur. Ce n'est pas cohérent. Quand je signe une déclaration sur l'honneur que je ne respecte pas, c'est qu'à priori, je n'ai pas d'honneur. Donc, comment on peut donner... Ça fait qu'on ne doit même pas me faire confiance, parce que je n'ai pas d'honneur. Deuxième chose que je vais dire, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain sur le fait que les municipales, les régionales sont les élections les moins politiques. Et qui devraient être les moins politiques. C'est pour ça que moi, c'est la seule élection où moi je peux voter, quand j'étais encore militant, sans regarder vraiment le parti. Parce que je pense que celui-là peut développer ma région. C'est une discipline, non? Ah non. Je ne suis pas encadré. Soit dit en passant. Poursuivez. Parce que moi, non, j'estime mon principe des élections locales, ce ne sont pas des élections politiques. Et dernière chose, il y a des gens qui sont cohérents. Dès le départ, il prépare sa campagne comme indépendant. Il se dit, moi, je vais être maire de Mans, comme c'est la ville, exemple d'aujourd'hui, par exemple, le professeur Dion, mais il se prépare comme tel et il gagne. Là, il est indépendant le départ, il est cohérent avec son processus indépendant. Mais quand on va solliciter, franchement, un parti politique, faut accepter. Il faut accepter le résultat de ce parti. Ce n'est pas cohérent. Et d'ailleurs, la plupart signent une déclaration sur l'honneur. Donc, messieurs, quand vous êtes indépendant, ou mesdames, vous n'avez pas d'honneur, par principe. Oui, c'est vrai qu'il parle des élections locales comme étant une des élections de développement. J'ai dit oui et non. Parce que le 3 septembre prochain, c'est sur ce même plateau, on va venir faire les décomptes ici. Qui a gagné comme des sièges, qui a gagné comme des maires. La finalité, effectivement, c'est une comptabilité en faveur des partis politiques. Que ce sont des élections, c'est la proportionnelle améliorée en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous d'accord. Mais à la fin, on va compter le nombre de mairies et de conseils régionaux. Mais je voulais dire qu'ici, nous avons 2 types d'indépendants. Il y a les indépendants militants. C'est un militant, il est membre de la direction d'un parti politique. Tout le monde sait que c'est un grand militant et il décide d'être indépendant. Et il y a un deuxième type d'indépendants, ils ne sont affiliés à personne. Le gars, il est sympathisant, bon, il n'a même pas de carte, mais comme il sait que dans les différents partis politiques, ça ne va pas, il décide de s'engager pour récupérer la mairie, ou bien pour prendre le conseil régional. Non, ces 2 types d'indépendants n'ont pas le même comportement et ne peuvent pas obéir aux mêmes sanctions. Ceux dont on parle actuellement, ce sont des membres de la direction d'un parti politique, des militants engagés qu'on connaît et qui décident de défier la direction de leur parti. Moi, je pense que ceux-là, ils méritent d'être sanctionnés. Si vous avez des militants du FPI qui décident, contre le gré de la direction du parti, de se présenter en indépendant, qui reviennent après les élections locales, offrir leur mandat à votre parti, vous refuserez? Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le risque de refuser pour sauver... Là, vous faites de la politique avec moi. Est-ce que vous allez refuser? Oui ou non? J'ai dit, je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que même si j'accepte qu'il revienne au parti, les voix qu'il a eues ne sont pas comptées dans les voix du Front populaire ivoirien. Parce qu'au décompte final, on va dire tel parti politique a participé aux élections, voici le nombre de voix obtenues. Tu es indépendant, tes voix ne sont pas comptées dans les voix du Front populaire ivoirien. On va dire, oui, tel candidat a basculé au FPI, mais il n'a pas été élu
en tant que sous la bannière du parti. C'est ça qui est important. C'est trahi, les électeurs. Très bien, ça c'est une autre lecture. Ça c'est une autre lecture, monsieur. Alors, puisqu'on parle de ces élections locales, à l'approche de celles-ci, la scène politique ivoirienne est en pleine ébullition, c'est le moins qu'on puisse dire. Le RHDP et le FPI viennent de signer un partenariat historique mardi. Que rêvait cette alliance inédite entre un parti, le parti au pouvoir de droite et un parti d'opposition de gauche? On fait le point avec Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedou, et après, M. Diabaté-Bèye, vice-président du FPI, répondra à nos questions. Okay. C'est officiel. Le Front populaire ivoirien, parti socialiste, est en partenariat avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti libéral, pour défendre des intérêts communs, tels que les acquis démocratiques, la cohésion sociale. Ce partenariat historique, entre un parti au pouvoir et l'autre de l'opposition, est marqué par une signature d'accord, après la lecture du préambule, par le secrétaire général du FPI. Avec les cycles de violence, l'accord stipule toutefois que les deux partis vont œuvrer dans le respect de la différence et autonomie. Le président du FPI a expliqué ce choix stratégique, malgré les différences idéologiques. Ce partenariat n'interdit pas de se retrouver là où cela nous semblera nécessaire. Par nécessaire, nous entendons par exemple les mairies ou régions où des accords s'imposeront afin de faire barrage à des candidats qui ne partagent pas notre objectif de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de démocratie. C'est une démarche de responsabilité et de lucidité. C'est la manifestation de notre amour pour la Côte d'Ivoire. Ce partenariat crée une dynamique dans laquelle d'autres pourraient et devraient se retrouver. À ceux qui craignent la réconciliation, à ceux qui jusque-là privilégient l'exacerbation des meurtrissures, l'instrumentalisation des frustrations comme stratégie de reconquête du pouvoir, à ceux qui rêvent de revanche, je voudrais dire la chose suivante. La vengeance est une voie sans issue. Le secrétaire exécutif du RHDP, qui a signé par ordre du président de la République Alassane Ouattara, a salué l'ouverture d'esprit du président Afin Guessan et le sens de l'humilité du chef de l'État. Cet accord historique a fait réagir les participants. Cet accord de partenariat qui a vu la participation d'une forte délégation du FPI, mais surtout d'une délégation représentative du FPI, est rempli de symboles. Comment voulez-vous que les Ivoiriens se réconcilient si les leaders politiques ne sont pas réconciliés? C'est en cela que c'est une belle cérémonie, parce qu'en allant avec le FPI ce matin, cet après-midi, eh bien, nous donnons un signal fort aux Ivoiriens. Il faut à un moment donné qu'on tourne la page des crises à répétition que la Côte d'Ivoire a connues. Nous avons connu tellement de crises dans ces pays qu'à un moment donné, il faut dire oh là, il faut qu'on s'arrête là. Et ça donne encore, cette signature donne une confiance aux populations. Ça montre aux yeux de la population que les hommes politiques ont commencé à se parler, que les hommes politiques ont décidé de tourner la page. Alors en ce moment, il faut qu'on se donne la main pour construire notre pays. Il faut féliciter le président Afin Guessan pour sa pondération, sa modération, et puis pour le fait que ce soit un leader de l'opposition qui est très rationnel et qui est vraiment résolument engagé dans sa quête de la paix, la stabilité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et aussi remercier le président Alassane Ouattara qui fait preuve d'humilité en signant cet accord. Signer un accord avec un parti politique pour s'engager sur des questions de gouvernance, pour s'engager sur des questions donc, de gestion de l'État. Une cinquantaine de personnalités de premier rang du FPI ont accompagné le président Afin Guessan pour la signature de l'accord de partenariat avec le RHDP. Un acte politique qui intervient à quelques 4 mois des élections locales. Diabaté-Bèye, vous êtes le vice-président du FPI. Que contient cet accord de partenariat entre votre parti, le FPI, et le RHDP? Merci. Cet accord, d'abord, comme je le disais, est historique. Avant de répondre à votre question, je tenais sincèrement à féliciter le président du Front populaire ivoirien, à féliciter le président Alassane Dramane Ouattara et toute la direction du RHDP d'avoir compris qu'il était nécessaire à un moment donné qu'on enterre la rage des guerres et qu'on se mette ensemble pour la Côte d'Ivoire. Cet accord est historique et important pour la Côte d'Ivoire. Il faut que ceux qui ne l'ont pas encore compris, moi j'attends des gens dire mais cet accord est vide, cet accord ne contient absolument rien. Mais qu'est-ce qu'il contient? Pour nous, cet accord d'abord est important parce que dans cet accord, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons de réconciliation.
Je le dis parce que les Ivoiriens pensent que tout est fini. Alors que vous entendez des discours. Vous entendez des discours. Quand aujourd'hui quelqu'un me dit qui a gagné les élections, la question mérite d'être posée aujourd'hui. Vous faites allusion à quelle élection? Non, les élections présidentielles de 2010. Est-ce que cette question mérite d'être posée aujourd'hui encore? Pour moi, non. Pour moi, non. Deuxièmement, vous avez vu 2020. On pensait qu'on était à la paix. On pensait que la paix était revenue en Côte d'Ivoire. Mais en 2020, en moins de quelques semaines, nous avons enregistré plus de 85 morts. Vous le savez bien que moi. Ça fait deux. Ça fait deux éléments importants. Pour nous, au FPI, il faut qu'à un moment donné, on arrête cette belligérance parce qu'on ne peut pas construire un État, on ne peut pas construire une nation dans des perpétuelles crises à répétition. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on regarde les problèmes de la Côte d'Ivoire dans la même direction. Oui, c'est pour ça que nous avons décidé de faire un partenariat. Et le président Pascal Affi N'Guessan a été clair. Ce partenariat est un partenariat qui respecte le cadre de tous les partis, de chacun d'entre nous. Le RDP est RDP, le FPI reste le FPI et ça n'empêche pas la compétition. Et ça, c'est clair. On n'a pas dit que c'est un partenariat électoral, mais ça n'empêche pas qu'à la base, qu'il y ait des alliances entre les différents candidats lors des élections à venir. Arthur Banga? Il n'y a rien d'historique dans cet accord. Et c'est un accord vide. Je l'ai lu 3 fois. Historique peut-être parce que le FPI, qui est un parti d'opposition historique en Côte d'Ivoire, s'allie à un parti de droite qui est le RHDP. Il ne faut pas galvauder le De toute façon, c'est votre point de vue, on le respecte. Allez-y, poursuivez. Il faut le garder pour des choses plus sérieuses qu'un accord que j'ai lu. Je n'ai rien vu. Rien. D'ailleurs, je vais vous montrer 2 fois la vacuité de cet accord avec les propos de ce... Attention à vos gestes, Arthur Banga. Non, je ne suis pas pressé. Il dit qu'il y a eu 85 morts. Je ne vois pas en quoi cet accord va empêcher 85 morts en 2025. Rien, il n'empêche pas 85 parce que c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'accord de parti politique qu'il y a eu 85 morts. Il y a eu 85 morts. Que Affi était le porte-parole de la CNT. Ça change rien. Ça change rien à ça. Il y a eu 85 morts. Bon, Diabaté, on laisse Arthur terminer, puis je vous donne la parole. Il y a 85 morts. Tu ne le sais pas. Non, je vous donne la parole tout à l'heure. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas entendu sur le mécanisme électoral. C'est pas cet accord-là qui va faire qu'on va s'entendre sur le mécanisme électoral. Il dit encore, il y a eu... non, mais puisqu'il n'en parle même pas. Il ne dit même pas. Il ne parle même pas de cette question. Donc, c'est pas ça qui a fait qu'on n'aura pas 85 morts. Il dit, là, on pose la question de qui a gagné les élections. Encore cet accord-là va empêcher la personne qui dit qui a gagné les élections de changer. Donc, c'est de la vacuité. Il n'y a rien dans cet accord, puisque même quand il parle de réconciliation, cet accord ne nous dit même pas que le seul truc qu'il nous dit là-dessus, c'est qu'ils vont faire des tournées. Mais qu'est-ce que le FPI, par exemple, propose comme mécanisme pour arriver aux élections? Ce n'est pas dans cet accord. Et c'est encore moins dans les propos du président Affi N'Guessan, qui sont d'ailleurs plus importants que l'accord. Ce qu'il a dit là est peut-être plus important que l'accord. En conséquence, cet accord détruit l'image de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ça détruit parce que justement, il est incohérent. Et comme toutes les alliances qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comment quelqu'un va s'engager avec une cohérence? Puisque l'Ivoirien, quand il regarde, il n'y a rien de cohérent chez lui. Il a vu PDCI, il a vu FPI et RDR. Le lendemain, il a vu PDCI et FPI. Un autre jour, il a vu PDCI avec RDR. Donc pour lui, aujourd'hui, c'est pour ça que la politique n'intéresse plus les gens. Parce qu'il n'y a pas de message. Pourquoi je m'engage au PDCI? Je ne sais pas. Puisque demain, le PDCI peut se retrouver avec le PPACI. Et après-demain, avec le RHDP. Pourquoi je m'engage au FPI? Je ne sais rien. D'accord. Et donc les gens aujourd'hui, je termine dessus, les gens aujourd'hui ne savent pas à quel sens se vouer. Ils font donc la politique du plus offrant. De là où je termine, c'est important. C'est important. Je suis obligé de... Ça fait un moment que vous parlez. Non, mais ici, on a un débat. Voilà. On vous écoute. Je voulais dire à mon voisin. Votre voisin de gauche? Mon voisin de gauche, de se calmer. Je suis très calme. Parce que... pendant que vous parliez, il n'intervenait pas. Non, il faut te calmer. Parce que si lui l'a lu dans les livres, moi, je l'ai pratiqué. Ton président Arthur Banga, attention. Non. Attendez, je sors mes cartons. Il a lu. Moi, là, je l'ai pratiqué. Moi, j'ai fait la politique. Tu as lu dans les livres ce que je voulais te dire. Ouais, en 1995,
le RPI et puis le RD ont fait une alliance. Le RD est un parti de droite, de centriste. Mais il faut écouter quand je parle. Arthur Banga, Arthur, un peu de discipline, s'il vous plaît. On parlait de discipline tout à l'heure. Diabaté Bey, allez-y. Il faut apprendre à respecter aussi les autres. Arthur, s'il vous plaît. Diabaté Bey, terminé. Donc, mon voisin apprend à respecter les autres. D'accord. Voilà. On vous a compris. Non, il faut qu'il soit... Diabaté Bey, c'est bon. Ok, merci. C'est bon, c'est réglé. Allez-y. Quand tu parles de mécanisme électoral... Arthur Banga, écoutez. Le mécanisme électoral, Écoutez-le, cherche quoi ça vous ici? permettra de Et rebondir. le mécanisme électoral, là, tu parles de quoi? C'est du verbiage creux. Parce que quand tu parles de mécanisme électoral, ça n'a rien à voir avec une alliance. Les Ivoiriens nous écoutent. Tu dis, oui, ça ne tient pas compte du mécanisme électoral en 2020. Le mécanisme électoral en 2020, c'était quoi, Arthur? Tu ne dis rien. Le mécanisme électoral en 2020, c'était quoi? Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Bon, d'accord, je vais dire. Il termine. Je t'explique qu'en 2020, ça avait une question de troisième mandat. Il y avait une question de troisième mandat en 2020. Et l'opposition, dans son ensemble, a décidé de boycotter ces élections. Non seulement un boycott, mais un boycott actif. J'allais dire un boycott actif. Nous avons dit que nous avons tiré les leçons de ces boycotts et que le Front populaire ivoirien, à partir de maintenant, a décidé d'emprunter une nouvelle voie. Et cette voie-là n'empêche pas la compétition entre nous et le RADP. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est clair. Et quand il dit qu'il n'y a rien dans l'accord, mais tu n'as pas lu l'accord, parce que quand on parle de cohésion sociale, quand on parle de paix, quand on parle de réconciliation, ça se construit. La paix se construit. On ne se limite pas au mot paix, mais on pose des actes pour avancer. D'accord. Voilà, il faut que ça sorte. Oui, bien sûr, vous allez réagir, ne vous inquiétez pas. Sauf qu'on n'a plus que 10 ou 15 minutes pour terminer cette émission. Les autres vont intervenir aussi. Professeur Dion, réaction? Bon, alors, je retiens déjà qu'on ne parle pas d'alliance, on parle de partenariat. Oui. Moi, je suis déjà content. Parce que quand le président Afi était ici, on s'était un peu interrogé sur le sens de l'alliance. Et on se souvient que le président de la République lui-même avait dit, à une certaine occasion, qu'il n'était pas pour l'alliance. Mais justement, le terme partenariat, c'est maintenant que je le comprends mieux, permet d'éviter ce qu'on appelle l'adultère politique. Donc, l'adultère politique, c'est on ne doit pas être ensemble pour un certain nombre de principes. Donc, à partir de ce moment-là, le partenariat sauve un certain nombre de choses. Donc, l'honneur du FPI est sauf. Au niveau aussi du RHDP, on ne se met pas avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même idéologie que nous. Donc, le terme partenariat, je le comprends mieux. Deuxièmement, bon, le président Afi, quand même, c'est un poids lourd de la politique en Côte d'Ivoire. Moi, je considère Afi N'Guessan, je l'ai dit à une certaine occasion, je le considère comme l'un des bons disciples de Laurent Gbagbo. Il a beaucoup appris avec Laurent Gbagbo. De sorte que quand Afi N'Guessan pose ce genre d'acte, j'ai donné l'image tout à l'heure, quand vous voyez le cultivateur qui revient du champ et qui demande qu'on mette le feu à sa propre récolte pour en faire des cendres, c'est qu'en traversant le marché, il s'est rendu compte que les cendres coûtent plus cher que ses récoltes. Donc, Afi sait où il s'en va en termes de positionnement stratégique, en termes de gains, en termes de profit, mais parce que, j'emprunte le terme au président Bédier, il est à la croisée des chemins. Ah, bien sûr. La peur a rassemblé l'opposition. La peur rassemble. C'est la faim qui disperse les hommes. 2020, ils se sont mis ensemble, mais quand la peur de 2020 est passée, chacun se cherche. Afi N'Guessan, je peux me tromper, Diabaté Bey est là, se rend compte qu'il n'est plus le bienvenu dans une galaxie qui est en train de se former, notamment avec le PDCI et le PEPACI. Ça n'a même pas été facile d'accepter Afi au sein de la coalition de l'opposition en 2020. J'en ai été un peu témoin. Donc, on ne l'accepte plus là. Mais tu ne restes pas là où on ne t'accepte plus. Il ne peut pas non plus rester un électron libre parce qu'il va avoir le destin de l'électron libre. C'est-à-dire qu'on va l'écraser. Donc, il regarde une autre galaxie qui se forme, il fait son analyse diagnostique, il fait son SWOT, il se rend compte qu'il y a une opportunité à saisir avec le RHDP. Afi N'Guessan se dirige vers le RHDP, c'est tout. Donc s'il joue la survie de son parti, si c'est une question existentielle, pourquoi reprocher à Afi N'Guessan le fait d'aller vers une galaxie
je ne vais pas dire qui a besoin de lui, mais une galaxie qui ne va pas cracher sur l'offre qu'il peut leur faire. Donc voilà comment moi je vois la situation. Et puis je me dis, mais dans tous les cas de figure, même si c'est lui qui a donné l'impression qu'il voulait, tout se joue en politique dans le court, dans le moyen, dans le long terme. Il y a une étape importante, suivez mon regard de philosophe, où le RHDP aura besoin forcément de Afi N'Guessan. C'est à ce moment-là que les choses vont se faire. Le RHDP a besoin de Afi N'Guessan. Peut-être pas maintenant dans l'immédiat, mais il y a une étape, un carrefour qui nous attend où on aura besoin de lui. Et lui aussi a besoin aujourd'hui du RHDP parce que il faut qu'il se trouve quelque part. Et c'est quelque part là, s'il peut avoir un toit, c'est déjà bon aussi. Landry ? Professeur, bravo. Pas de charge, hein, on va... Justement, le temps court. Bravo, parce que c'est la lecture que j'ai toujours eue. Mais la première fois où on en parlait ici, je dis qu'un père de famille, lorsqu'il a ses enfants qui sont en danger, lorsqu'il doit protéger sa famille, il a nécessairement besoin de poser des actes pour protéger les siens. Les grandes espèces survivent à l'évolution, pas parce qu'elles sont les plus puissantes, parce qu'elles ont la capacité d'adaptation. Ce n'est pas injurier le FPI d'Afi N'Guessan que de dire que ce parti est à la croisée des chemins. Dans la vie des hommes, on est dans cette situation-là. Et donc, il est à la croisée des chemins. Et il se rend compte que la vie politique se cristallise sur 3 personnes. Donc, 3 partis élus, son parti deviendrait un parti périphérique. Mais en réalisant ce partenariat-là, il compte désormais. Même s'il compte pour demi, il compte. Et puis, les effets politiques, à court moyen terme, c'est de faire de son parti un parti de gouvernement. Mais il en a besoin pour cette élection, il en a besoin pour participer à la vie politique. Il en a besoin. Vous ne pouvez pas l'empêcher cela. S'il vous plaît. Il n'a besoin. Il est responsable de son parti. Trahi l'idéologie. Monsieur Arthur Bonga, Dr Arthur Bonga, il est responsable de son parti. C'est dans son parti. C'est dans son parti. Les gens ne sont pas d'accord. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc si vous faites un débat, on aura d'autres occasions, s'il vous plaît. On vous a écouté. Terminez, Landry, terminez. Laissez-nous terminer pour dire que nous, c'est l'analyse que nous faisons. L'analyse que nous faisons, c'est que si dans son parti, les gens ne sont pas d'accord, il y aura défection massive. D'accord. Jusqu'à présent, les gens sont avec lui, c'est parce que dans son parti, l'on est plutôt... Non, mais j'ai même pas suivi, mais c'est vous que j'entends. Non, je Landry, terminez. Voilà, pour dire... s'il vous plaît. Voilà, pour dire que dans son parti, si l'on n'est pas d'accord... Oui. Parce que c'est une affaire interne, il y aura des défections. Si les gens sont encore avec Afi, ceux qui sont d'accord. Et ça, c'est ce qui compte. Dernière chose. Quant au contenu par rapport aux propos de réconciliation et autres, moi, l'analyse que je fais, c'est simple. C'est que le président Afi est en train de créer des sémantiques en proposant une bipolarisation de la vie politique ivoirienne qui sort du schéma gauche-droite. Il parle des forces progressistes, celles qui sont pour la réconciliation, une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire qui se construit, et il indexe des forces qu'il pourrait qualifier de régressistes, celles qui sont plutôt dans la revanche, donc qui rêvent, comme ce sont ses propres propos, qui rêvent d'un match retour. Donc il propose cela, on peut discuter, on peut trouver que ça c'est discutable, mais dans tous les cas de figure, quand moi je fais cette lecture, j'ai le droit de m'inquiéter pour dire, alors là, donc tous les efforts de réconciliation sont des efforts à perte et qu'en réalité, il y a une véritable menace systémique sur l'État de Côte d'Ivoire parce qu'on ne croit pas réellement à tout ce qui se fait. Très bien. Sylvain Debailly ? Oui, je commencerai par cette formule d'Héraclite qui dit que tout coule, rien n'est stable. Et ça, cette formule-là peut s'appliquer à la politique ivoirienne. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'Afi N'Guessan était à la croisée des chemins. Il a choisi le chemin qui semble pour lui le bon. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Seulement, ce que moi je note dans sa démarche, c'est qu'il avait souhaité une alliance qui est une sorte d'union et de fusion entre deux forces politiques. Il en est arrivé à signer un accord de partenariat. Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé dans son attente. On se demandera qu'est-ce qui s'est passé. Ou c'est un accord de partenariat, un prélude à l'Alliance. Un confrère burkinabé a même trouvé cette formule pour dire que c'est peut-être un coco avant le mariage. Bien, bon, donc c'est cela. Mais ce qui est donné de voir, c'est quand diront les Ivoiriens. Parce que quand on pose des actes politiques, il faut s'attendre à la réaction du peuple. Est-ce que Afi N'Guessan allant signer avec le RHDP, qui est bien sûr un parti politique, est-ce qu'il se rend service? Est-ce qu'il rend service à ses militants? Je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. Toutefois,
Ce que je ne veux pas peut-être concevoir, c'est le fait de vouloir de dire qu'on signe ce partenariat pour mettre fin à une certaine belligérance, pour sceller la réconciliation, etc. Et moi, de me demander si le seul partenariat, accord de partenariat entre le FPI-DAFI et le RHDP, parti au pouvoir, suffit à éteindre tous les feux en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même, est-ce qu'il y a du feu en Côte d'Ivoire encore? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la belligérance? C'est vrai, on attend peut-être des propos, mais aujourd'hui, tout concourt à concrétiser notre démocratie. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques qui sont sur le marché ivoirien, je dirais marché, luttent aujourd'hui pour conquérir le pouvoir, en tout cas dans leur discours, par la démocratie, par les urnes. La belligérance est terminée. La belligérance est terminée et je ne peux pas comprendre qu'on puisse bâtir un accord de partenariat en voulant, peut-être en pensant qu'on est propre et que les autres sont sales. Quand il dit que désormais il y a le camp des progressistes et le camp des revanchards, qui est ce revanchard? Parce qu'il fait venir dans le vocabulaire politique peut-être un nouveau vocable qui est accord de partenariat. En même temps, il crée un autre vocable qui est camp des revanchards. C'est-à-dire que quand il parle de réconciliation, mais son discours devient faux. Parce qu'on se dirait aussi que lui aussi c'est un revanchard, parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'il va au RHDP parce qu'il veut se venger de Laurent Gbagbo. Donc lui aussi il est dans la vengeance. D'accord. Donc il pourrait simplement justifier son partenariat par peut-être le fait d'exister, et puis bon, ça s'arrête, on peut le comprendre. Mais salir les autres, moi, je ne peux pas admettre ça. Très bien. Michel Betta? Oui, bon, je constate comme tout le monde que AFI a signé un partenariat avec le RHDP. Et pour moi, j'observe et puis je dis, mais c'est un partenariat de dupes. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, dans l'esprit des uns et des autres, on sait que le RHDP aujourd'hui ne fait pas confiance à AFI. Comment quel élément vous permet de... L'élément qui nous permet de le dire, c'est lors des élections de 2020, lors des élections de 2020, on a entendu des cadres du RHDP dire ici, on lui a tout donné, aujourd'hui on le retrouve à l'opposition et puis il nous insulte. Michel Betta, on est sur un plateau de télévision, on ne va pas colporter des rumeurs. Si on dit des choses, ce sont des faits et on annonce les faits. Ce sont des faits. Après, la preuve en est, AFI a été arrêté et par la suite, je continue pour dire que là, quand AFI finit de signer son partenariat, il dit c'est pas pour partager un gâteau. Alors qu'on sait que tout partenariat avec un parti au pouvoir, c'est pour avoir quelques postes. Quelques postes, ça a été toujours ainsi. Depuis toujours, lorsque Bédi était au pouvoir et qu'il a fait rentrer une partie du RDR dans son pouvoir, il lui a concédé des postes. Lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a concédé des postes. Donc, AFI veut se dédouaner, il dit je ne partage pas, c'est pas pour partager un gâteau. On comprend que c'est vrai, il veut le gâteau, mais comment l'obtenir? Donc moi, je dis, ce partenariat-là, je ne crois pas en ce partenariat-là. Parce que je sais qu'il n'a rien pensé dans ce partenariat qui ne se dit pas. Et on pense que la suite nous situera davantage. Très bien. Arthur Banga, vous, votre problème, vous dites qu'il n'y a pas de cohérence parce que vous vous basez sur les idéologies. Oui, d'abord sur les idéologies. Ensuite, la vacuité, c'est la réconciliation, comme ils l'ont dit. Et je le répète, il a parlé de mécanisme électoral. C'est lui qui a dit qu'il faut ce truc-là, vous ne pas qu'il y ait 85 morts. Je dis que cet accord-là, il peut même le signer 1000 fois. Si on est dans les mêmes conditions, on aura encore 85 morts. Donc c'est nul. Ce que vous avez dit, là, c'est ça. Le gars, il est perdu. Il voulait aller chez Laurent. Président, oui, mais il est perdu, président de parti politique. Il est perdu pourquoi? Il est perdu. Il faut le laisser. Non, Diabaté, allez-y. À chaque fois, attends, je veux une parenthèse. À chaque fois, je suis interrompu, on n'en parle pas. Ah non, et dès que c'est moi... Non, pas du tout. Non, j'essaie de leur dire, de vous laisser parler. D'accord, je note ça. Je note ça, Diabaté, on laisse Arthur Banga aller au bout de son développement. Donc, il y a une vacuité sur l'objectif. Après, on peut parler de l'opportunité. Mais si vous enseignez aux enfants, cherchez là où vous allez pouvoir accrocher votre habit au soleil. Mais pourquoi vous voulez qu'un enfant qui vote le projet, il va voter. Donc, le monsieur peut donner 5 000. Le monsieur peut permettre d'avoir un concours. C'est ce qu'on est en train de dire à nos enfants. On est en train de dire à nos enfants, quand vous êtes dans des problèmes, là, que l'élection arrive là, cherchez l'opportunité. Arthur, moi j'ai envie de vous poser une question. Moi, c'est le message. Allez-y. D'ailleurs, on le dit, le festival le confirmer. Le politicien proche à la prochaine élection, l'homme politique à la prochaine génération. AFI N'Guessan peut parler à la prochaine génération. L'homme d'État, vous voulez dire? Qu'est-ce qui m'empêche? Je dis oui, j'assume le fait que là où je dois être, on ne me veut pas. Mais par principe, je ne peux pas être là-bas.
Mais il n'est pas le seul qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qui l'empêche de rassembler autour de lui Simone Gbagbo, Charles Goudé, pour donner une nouvelle élan à la gauche, pour dire que oui, nous sommes le peuple de gauche, le vrai peuple de gauche, ce peuple de gauche progressiste, ce peuple de gauche qui prêche ceci, ce peuple de gauche qui prêche cela. Mais pourquoi? Très bien. Au lieu de vouloir s'accrocher forcément... Attendez, je vous donne la parole. Au lieu de vouloir s'accrocher, tout a trahi à l'opportunité. Cette façon d'enseigner l'opportunité, on envoie un mauvais signal à nos enfants. Merci. On est en train de leur dire que demain, je termine dessus. Je suis obligé de vous interrompre. Votez l'opportunité. Je suis obligé de vous interrompre, Arthur Banga. D'accord. Ne votez pas l'idéologie, ne votez pas la pensée. D'accord. C'est grave. On vous a compris, Arthur Banga. À présent, on écoute Diabaté Bey. Voilà, je voulais d'abord dire à mon voisin Arthur que la langue française est élastique. Et l'élasticité de la langue française nous enseigne que la langue française est une langue diplomatique. Il y a des mots que nous pouvons utiliser pour dire oui, il y a des mots que nous pouvons utiliser pour dire non. Dites à Arthur de choisir son langage. Il faut qu'il choisisse son langage. Si vous êtes enseignant à l'université, sur un plateau, et vous vous adressez comme ça à des autorités, mais j'ai peur pour les étudiants. Et c'est grave pour un enseignant. Il faut que vous soignez votre langage sur le plateau. Déjà, je le dis, et je le répète encore, il faut soigner ton langage. Je vais répondre à ça. Non, il ne peut pas me trahir, il ne peut pas me traiter comme ça. Monsieur, dans un débat, je ne peux pas me permettre de me traiter comme ça. S'il vous plaît. Je le dis, je répète encore. Vous me rendez la tâche très difficile. Diabaté Bey. Non, il faut le dire. Moi, je dis qu'il l'apprenne à Diabaté Bey, vous n'avez rien à m'apprendre, monsieur. Ça ne devient pas. Vous n'avez rien à m'apprendre. Mais absolument rien à m'apprendre. Arthur Banga. Vous n'avez rien à m'apprendre. Arthur Banga, Diabaté Bey, s'il vous plaît. Non, il n'a rien à m'apprendre. Donc, tu peux faire quoi? Mais s'il vous plaît, Diabaté Bey. S'il vous plaît, je ne souhaite pas que ça devienne un problème personnel. Il est de notre monsieur Arthur Banga. Il est Diabaté Bey, s'il vous plaît. Arthur, on va se calmer. On va se calmer. Vous me rendez la tâche très compliquée. Alors, Diabaté Bey, très rapidement. Nous sommes au terme de cette émission, nous devons rendre l'antenne. Non, Arthur, on vous a entendu. Je termine. Terminé. Allez-y. Je vais le dire. Monsieur, excusez-moi, quand on parle d'idéologie, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous allez me dire que dans les alliances là, le FPI fait une alliance avec un parti centriste, on me parle d'idéologie. Quand le PPAC fait une alliance avec le PDCI qui était un parti de droite, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie. Ici, en Côte d'Ivoire, chaque peuple a ses réalités. La réalité ivoirienne est telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous parler d'idéologie quand on parle d'alliance. On ne peut pas parler d'idéologie. Nous sommes dans ces pays. Il faut que ça soit su. D'accord. Et donc, nous avons fait notre alliance et nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le FPI assume son choix et nous allons continuer de nous battre pour que notre parti rayonne en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est clair. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Un mot sur la fête de la liberté organisée à Mans. La fête de la liberté, je tenais sincèrement à remercier nos militants de Mans. Nos militants de Mans, à leur tête, notre député Sia André, qui était le président du comité d'organisation. Nous avons fait une très belle fête, une très belle mobilisation. Chez nous, on dit que quand un défi est atteint, il s'éteint. La mobilisation, que les gens le veulent ou pas, nous avons démontré aujourd'hui que nous pouvons mobiliser. Notre prochaine étape, comment nous allons transformer cela dans les urnes? Comment nous allons nous battre pour avoir le maximum d'élus en Côte d'Ivoire? C'est ça, les défis qui attendent le Front populaire ivoirien. Sinon, en termes de mobilisation, nos militants sont là et nous allons toujours nous battre pour que notre parti existe. Pour vous, c'est un pari réussi? Le pari est réussi, à 100%. Nous avons battu le record d'Abangourou. Et ça, c'est clair. Là, pour la police, ça fait 31 000 militants qui étaient présents. Très bien. Merci beaucoup, Diabaté Bey, vice-président du FPI. Merci, Dr Arthur Banga. Merci à Michel Beta. Merci à Sylvain Guédé-Debailly. Merci à Landry Couillot. Merci à professeur Simplicio Dédian. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de continuer le débat chez vous. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain. Merci. À chaque fois, c'est... Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.
Cette émission vous a été présentée par la Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.